Me revoilà. Merci. Merci. Olivier, installez-vous. Est-ce qu'on est au complet? Alexandre, on n'attendait que vous. Voilà. Merci, merci d'être là encore. Merci de votre attention. Voilà. Alors, sans transition presque. Écoutez, en tout cas, encore une fois, merci à tous d'être restés parce que c'était pas évident pendant cette journée de grève. Je pensais, comme un vieil acteur de théâtre raté, finir avec une salle avec 3 personnes. Et finalement, c'est pas si mal. Et heureusement, parce que j'ai autour de moi des gens passionnants. Alors, on va commencer par les femmes. Évidemment, Sophie Kurdzian, vous êtes chercheur à l'IHTP et au CNRS. Donc attention, on a des grosses têtes. Il y a aussi à ma gauche Anne-Claire Laronde, qui est directrice des musées de la ville de Calais et notamment de la cité de la dentelle, si je ne me trompe pas. Et puis les garçons qui sont à ma droite, Olivier Flaviano, directeur délégué du musée Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent Paris, et Alexandre Sanson, responsable de la haute couture, de la création contemporaine et de Vogue Paris Foundation au Palais Galliera, musée de la mode de Paris. Voilà, comme ça tout le monde se connaît. Et puis on va pouvoir entamer notre conversation sur un sujet passionnant parce que ça passionne les Français. Il suffit de regarder les files devant les musées quand il y a une exposition sur la mode, c'est assez saisissant. Et on va essayer de décrypter ensemble toute cette patrimonialisation de la mode. Alors c'est vrai que la mode est par essence éphémère, et à la fois elle n'est jamais autant rentrée au musée et dans les maisons de vente. On pense à la fois à la mode de demain tout en regardant vers le passé, ce qui est quand même un mouvement assez intéressant. Donc on va essayer de l'analyser ensemble. Alors on témoigne, comme je vous l'ai dit, l'immense succès des expositions et des ventes aux enchères, mais ça pose aussi d'autres questions fondamentales, comme l'enjeu de la conservation, de la mémoire, de la patrimonialisation et de la fragilité aussi de tout ce patrimoine qui, pour plusieurs raisons, est aussi aux mains de grands groupes et d'intérêts financiers et qui donc sont aussi éventuellement fragiles. Voilà, puisqu'il ne s'agit pas des collections forcément étatiques. Alors on va commencer peut-être avec vous, Olivier Flaviano de la Fondation Yves Saint-Laurent. Alors vous êtes devenu, vous êtes à la fois, vous êtes un bon exemple parce que c'est parti d'une personne, Monsieur Saint-Laurent, puis il y a une fondation, maintenant vous êtes un musée d'État, mais c'est vrai que pour commencer, on va citer cet exemple. Chez Yves Saint-Laurent, on a commencé à garder les prototypes dès 1954. Alors probablement que c'était peut-être la volonté de M. Berger, peut-être plus que de celle de M. Saint-Laurent, mais c'était tout à fait précurseur. Il avait probablement conscience déjà qu'Yves Saint-Laurent rentrerait dans l'histoire et que c'était au moins autant un artiste qu'un couturier. Et puis ce cousinage entre la mode et l'art n'a jamais cessé de se faire dans la maison Saint-Laurent jusqu'en 83 où il est exposé au Met. Donc 83 c'est le Moyen-Âge par rapport à aujourd'hui, il s'est passé tant de choses. Et déjà à l'époque, il était exposé à New York et d'autant plus que ce n'était pas un musée particulièrement de mode. C'est vrai que vous avez cette particularité-là dans la maison Yves Saint-Laurent, une histoire incroyable. Alors exactement, juste pour revenir sur ce que vous avez dit, alors on n'est pas un musée d'État. La première chose, on a une fondation qui est la fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent, qui est une fondation reconnue d'utilité publique, mais qui reste une fondation privée, et en effet qui a été créée à la fermeture de la maison de couture en 2002. Yves Saint-Laurent et Pierre Berger ont donné l'ensemble du patrimoine que nous conservons aujourd'hui à cette fondation, qui a depuis 2 ans maintenant ouvert un musée, le musée Yves Saint-Laurent, qui a reçu le label Musée de France. Mais on reste un musée et une fondation qui sont privés et à financement privé. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est en effet à partir de quand finalement Yves Saint-Laurent a commencé à conserver. Je ne pense pas que ce soit une idée de M. Berger. Autant M. Berger, je pense, a commencé à souhaiter conserver l'ensemble de la documentation, de la presse, etc. Mais la volonté de conserver une robe après, et le prototype, vous l'avez dit, après le défilé, ça c'est véritablement un souhait de M. Saint-Laurent. C'était en 1964 précisément, donc 2 ans après la fermeture de sa maison, l'ouverture de sa maison, puisqu'il ouvre sa propre maison de haute couture en 1962. Et je crois que c'est la première fois qu'un couturier décide de garder ce qu'on appelle un prototype. Alors le prototype, c'est véritablement le vêtement tel qu'il a défilé, et c'était tout à fait novateur dans le sens où généralement les prototypes
à l'époque, était soit donné aux mannequins, c'était une forme de rémunération, mais aussi une forme de publicité, puisque si vous avez un grand mannequin comme Victoire, par exemple, qui va à l'opéra avec une robe Dior, c'est une forme de publicité. C'était la première des influenceuses. Peut-être, probablement. Mais également, ces prototypes étaient vendus en solde à certaines clientes à l'issue des collections. Donc là, il y a véritablement quelque chose qui joue, puisque Saint-Laurent dit je souhaite garder quelques-uns de ces prototypes. Et c'est ce qu'il fera jusqu'à la fin, jusqu'en 2002. Il gardera une sélection, pas tous, mais une sélection des prototypes. Et c'est Yves Saint-Laurent lui-même qui fait ce choix. Ce qui est très important, puisque ça veut dire que la collection que nous conservons aujourd'hui, qui est composée d'à peu près 7000 pièces de haute couture, là je vous parle que de la haute couture, est composée à 90% de prototypes, donc de ces pièces uniques qui ont été touchées par le créateur, qui ont une unité de taille entre elles et surtout qui sont dans un très bon état de conservation puisque peu portées seulement le jour du défilé. Donc c'était aussi à différencier avec le mannequin de cliente, le mannequin de cliente, pardon, la robe de cliente qui elle bien sûr a été portée plusieurs fois et a été faite à la mesure et selon les goûts des clientes. Alors peut-être on va passer la parole à votre voisin tout de suite parce que Alexandre, vous, quand on s'interroge sur cet immense succès des expositions de mode, c'est vrai que je crois il y a eu 700 000 personnes qui ont vu l'exposition Dior l'année dernière, je crois, 1 million de personnes, Alexander McQueen à New York, c'est sensationnel. Et peut-être vous avez une explication, vous allez me dire si je me trompe, c'est que dans une période un peu troublée, période un peu de crise, faire comprendre qu'une maison s'inscrit dans la durée, c'est essentiel aujourd'hui voilà, de rassurer les clients, de leur rappeler que c'est une maison repère. Vous l'avez dit avec beaucoup d'humour, on dit même aujourd'hui, maintenant un boulanger, il met Since 1964 sur sa baguette quasiment. C'est le sentiment que vous avez en tout cas. Effectivement, il y a 10 ans maintenant, on s'est aperçu qu'il y avait une accélération et une véritable appétence de la part des maisons de mettre en valeur et en lumière leur patrimoine. La maison Yves Saint-Laurent est précurseur véritablement dans ce domaine. Et il y a 10 ans, effectivement, il y a eu une véritable volonté, une accélération de ces rythmes-là. Et nous, on s'interrogeait, en tant que musée de la mode de la ville de Paris, justement du foisonnement qui a été proposé. Et on s'est aperçu, effectivement, qu'il y avait une volonté de toutes les maisons de rappeler leur passé. Et c'est étonnant parce que ça allait de pair avec un moment de crise. Finalement, on parlait d'une crise du vêtement, du prêt-à-porter. Les gens ont envie de marquer leur territoire, si vous voulez, créativement. Et effectivement, on s'est aperçu que ça allait aussi de pair pour rappeler au public et surtout au jeune public que la maison en question, historiquement, était valable et que donc on pouvait faire confiance à cette maison. Et c'est aussi pour ça qu'on a vu apparaître tous ces rapports au temps, ces rapports aux dates de création qui avant étaient absolument à honnir dans une maison de couture quand même. Si vous demandiez à Gaultier dans les années 80 de mettre sa date de création, ils auraient rayonné. Donc, même la date de naissance, ils n'auraient pas donné. Mais... c'est un autre questionnement, effectivement. Et donc c'est effectivement lié effectivement ce rapport au passé qui est une forme de repli en fait dans les moments de crise. Alors vous parliez de la date de création, mais il y a aussi le fait d'entrer au musée, c'était quand même un cauchemar pour les créateurs des années 80-90. C'est vrai que c'était des garçons qui ont mis un coup de pied quand même dans un univers. Je pense à Claude Montana, plein de gens comme ça qui sont arrivés, qui ont dépoussiéré quand même la mode. Et si on leur proposait d'entrer au musée, c'était comme un enterrement de première classe. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout cela que ça signifie pour une maison. Il y a une forme d'adoubement, effectivement, lorsqu'on fait entrer un créateur au musée. Il y a une nouvelle aura, mais aussi grâce à toutes ces expositions, grâce à tous ces succès, grâce notamment à l'influence du Metropolitan Museum, du Costume Institute, qui a quand même été majeur dans cette question-là. Il y a eu un renversement du statut du musée. Il y a une forme, le musée est à la mode. Il ne l'a pas été. Il y a 30 ans, il ne l'était pas forcément. Et donc, les créateurs voient aussi une forme de reconnaissance de leur travail. Et une forme de protection également, parce que lorsqu'un musée, une collection publique, qu'elle soit municipale ou nationale, conserve ce modèle, le protège, et en protège la mémoire. Et donc ça protège un talent, ça protège une mémoire, mais on peut dire aussi, chère Anne-Claire Laronde, je vous rappelle que vous êtes directrice de la Cité de la Dentelle à Calais et puis des musées de la ville de Calais. À Calais, il y a une histoire particulière, il y a un passé industriel. C'est aussi une culture, le passé industriel. Donc on est peut-être un peu moins dans le rêve
et dans l'espèce de mise en, comme ça, en majesté d'un créateur, mais c'est tout aussi indispensable de conserver quand même cette histoire-là pour les professionnels, pour le grand public, parce que derrière ces usines, il y a déjà un savoir-faire particulier, il y a une industrie, il y a une création, il y a un artisanat, il y a des ouvriers aussi. Et c'est ça aussi, la conservation de la mode, c'est aussi conserver un territoire social et des gens, et jusqu'à des ouvriers qui étaient comme vous le dites, vraiment à Calais, mais dans d'autres territoires, ça va être la même chose. Tout l'enjeu est de montrer que c'est à la fois un patrimoine, mais c'est aussi une actualité. L'actualité de l'industrie dentelière à Calais, elle est vivante, elle se développe, elle a ses propres dynamiques. Et comment faire entendre en France notre grand public que l'entrée au musée n'est pas effectivement une forme de mise à l'écart, d'un regard porté sur le passé. Alors je pense que les musées eux-mêmes sont des modèles qui changent beaucoup ces derniers temps. Les musées anglo-saxons avaient déjà renouvelé leur modèle, étaient devenus plutôt des centres de vie. Les musées en France le deviennent de plus en plus. Et c'est important parce que ça permet aussi de montrer, alors pour l'exemple de la dentelle à Calais, qui est donc cette dentelle faite mécaniquement dans une grande industrie, c'est d'autant plus prégnant. Puisque notre visiteur doit à la fois l'apprendre que c'est 200 ans d'histoire, mais c'est aussi une actualité. Ce sont aussi des industries qui vivent et des dialogues avec des créateurs qui ont lieu encore aujourd'hui. Ce qu'on essaye de faire au musée, c'est de montrer justement le travail de ces créateurs, de façon à ce que les visiteurs viennent découvrir un magnifique objet de mode et découvrent dans le même temps une réalité d'une industrie vivante et s'intéressent aux ouvriers de la dentelle, aux industriels de la dentelle et à tout ce mode de vie qui vit autour. Puis on est dans le quartier dentelier, donc c'est d'autant plus facile à illustrer. Et puis vous me disiez aussi que ce qui est passionnant à Calais, c'est qu'à la fois vous adressez au grand public qui peut découvrir un travail exceptionnel, notamment autour de la dentelle, mais et pas que, parce que vous faites aussi à la Cité de la Dentelle des grandes expositions autour d'un créateur. En ce moment, c'est Olivier Tesquins, mais c'était l'année dernière, je crois, il y a deux ans, Hubert de Givenchy. Donc ça dépasse évidemment la question de la dentelle. Donc c'est pour le grand public formidable, mais aussi pour les professionnels. C'est peut-être l'occasion de montrer aux professionnels de la branche, du secteur, que dans cette zone de France qui a subi une crise qui a été sinistrée dans le domaine de l'industrie, il y a aussi aujourd'hui encore des possibilités, des choses à faire du Made in France et un passé ouvrier et industriel important. Ouais, je trouve que c'est vraiment le caractéristique du domaine du vêtement et de la mode. À la fois, le grand public a besoin et en attente finalement d'informations de base, a besoin d'une culture de base en fait, parce qu'on a tous perdu notre culture générale en mode. On en a beaucoup plus en art, en peinture, etc. On l'a pas en mode et en vêtements, mais aussi du point de vue des professionnels qui le disent dans un partage discret, délicat, mais qui nous nourrit beaucoup, nous professionnels de musée. Ils sont aussi en attente parfois d'informations. Alors la dentelle, c'est une industrie complexe, donc elle s'est d'autant moins vulgarisée dans les écoles de mode. C'est quand même plus difficile à expliquer dans un cours, on va dire. Il y a besoin de se déplacer sur notre territoire ou à Caudry, où il y a l'autre pan de l'industrie dentelière. Mais du coup, on s'aperçoit de ce double déficit de connaissances du côté du grand public, déficit de connaissances aussi du point de vue des professionnels. Donc on essaye de dédier effectivement du temps à ce public professionnel, aux futurs professionnels que sont les élèves de l'enseignement supérieur, mode et textile également. Et on le fait bien volontiers. C'est un enjeu tout particulier dans la mesure où, vous l'avez dit, on a un musée municipal. Or, les musées municipaux, ça veut dire qu'on vit dans une ville, on est un musée d'une ville moyenne. Un établissement muséal aujourd'hui, dans une ville moyenne, ce n'est pas qu'un service de musée. C'est aussi un service patrimoine, c'est aussi un service qui fait du social, de l'enseignement, etc. On travaille avec Pôle emploi, enfin, on coche beaucoup de cases et on est présent sur beaucoup de politiques publiques, ce qui fait que lorsqu'on reçoit nos publics professionnels mode et enseignement supérieur mode, c'est aussi de nos actions en direction d'un public à toucher, mais pour le développement économique, l'attractivité touristique également. Donc il faut bien voir ça d'un point de vue pas très centré sur la mode, mais bien plus avec un peu plus de recul, ce qui nous fragilise aussi, parce que ça signifie qu'on dédie un temps de travail à ce domaine-là qui finalement réduit à... Qui va plus loin que la mode. Mais la mode a toujours été au carrefour de plein d'autres sujets, c'est ça qui fait que c'est passionnant. On reviendra après sur ce que vous dites, notamment sur la présence des jeunes, c'est tout à fait... signifiant quand on va dans une exposition de mode. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes gens et c'est assez étonnant de les trouver dans un musée, mais on peut que s'en réjouir. D'ailleurs, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Je voulais donner la parole à Sophie Kurdzian. Vous êtes donc chercheuse et vous êtes également membre du réseau Culture Mode. C'est important de le dire parce que je crois que c'est un réseau qui fait beaucoup pour la conservation et pour
cette question du patrimoine de la mode. Vous dites quand même que la mode est peu étudiée à l'université quand même, qu'en France, alors et Dieu sait si c'est le pays de la mode, Dieu sait si Paris est encore la capitale de la mode, et paradoxalement, elle est peu étudiée à Paris alors qu'il y a des fashion studies partout à l'étranger, enfin en tout cas dans les grandes capitales anglo-saxonnes en tout cas. Je crois qu'il y a une initiative récente à Paris 1 récemment que vous avez saluée. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette ambivalence entre le pays de la mode et à la fois où c'est pas tellement rentré à l'université, peut-être au musée mais pas à l'université? Oui, tout à fait, cette ambivalence qui est ça marche. la suivante, celle que le fait qu'on ait une longue histoire, une vraie tradition, et puis des savoir-faire, des métiers d'art, et c'est important pour l'identité nationale, mais c'est aussi important à l'étranger. On parlera peut-être plus tard du soft power, mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, le regard étranger, le fait d'être présent à l'étranger à travers notre mode, nos savoir-faire, nos techniques est essentiel. Mais l'université s'est toujours montrée un peu frileuse quant à la mode. On a eu des sursauts dans les années 80 dans l'histoire culturelle, mais après la mode c'est vraiment caractérisé par son silence, principalement parce qu'on la voit encore comme une discipline plutôt frivole. Certains pensent aussi que c'est une question essentiellement de femmes, la mode, donc c'est pas quelque chose qui va aider la reconnaissance de la mode comme objet légitime. Mais si la mode ne constitue pas une discipline comme ça a pu l'être aux États-Unis ou en Angleterre, qui ont créé des fashion studies, on a quand même beaucoup de chercheurs qui travaillent sur la mode sans être spécialistes, qui sont recrutés, parce que c'est aussi des questions de recrutement, bien sûr, de budget, de création de postes, mais qui sont recrutés en histoire de l'art, en sociaux, en management, et qui arrivent à faire de la mode. C'est encore compliqué, mais c'est vrai qu'il y a des belles initiatives récentes, et vous citiez celle de Paris 1 avec l'Institut français de la mode, et c'est la première fois qu'on a la possibilité de faire un doctorat, qui est quand même important en termes de reconnaissance du savoir et du patrimoine, un doctorat dans la discipline que l'on souhaite, avec une mention mode. C'est la première fois que ça existe, et je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi aller à la création de postes, à la création d'une vraie tradition académique dans la mode. Il y a d'autres initiatives dans d'autres universités, mais la seule qui va jusqu'au doctorat, c'est celle-ci. Et comme vous disiez, on peut que la saluer. Alors c'est vrai que c'est une dichotomie qui est très française. On le voit par exemple dans les universités. On a longtemps opposé le savoir, la recherche et puis les grandes entreprises. Aux États-Unis, on sait que les deux se mêlent puisqu'il y a des grandes entreprises qui sponsorisent des campus étudiants. Il y a des gens que ça gêne, on peut s'en réjouir, on peut en débattre, on peut ne pas être d'accord. Mais Sophie, vous dites quand même que, bien sûr, c'est formidable ce succès des expositions de la mode, mais qu'il faut quand même veiller à des choses qui se voient moins, qui sont peut-être moins ludiques, mais qui sont fondamentales. C'est la valorisation de la recherche, des études autour de la mode et des archives. Donc c'est plus sérieux, mais c'est fondamental. C'est plus sérieux, c'est plus poussiéreux comme on pourrait penser. C'est plus J'osais pas le dire, mais non, mais bon, c'est vrai que le terme d'historien, d'archiviste, c'est pas les plus sexy comme on dit. Mais même dans un musée, on parle des expositions, mais derrière, il y a des dizaines de spécialités qui permettent ça. Il faut inventorier un patrimoine, il faut le classer, il faut le stocker, il faut l'acheter, il faut ensuite lui donner sens. Et après, quand on monte une expo, il y a des mannequineuses, il y a des scénographes, il y a tout un tas de personnes dont on parle peu. C'est le cas aussi pour le contenu des expositions. C'est très bien les expositions de mode, mais il faudrait aussi des expositions qui valorisent les savoir-faire, les personnes qui sont là et qui créent. Et on parle aujourd'hui, ça a été l'objet des autres conversations des tables rondes précédentes, de toutes ces entreprises qui reviennent sur les territoires où sont nées les techniques de mode, de broderie, de plume, de ce qu'on veut. Et c'est important aussi de valoriser ces gens-là qu'on voit moins, dont on parle peu, et ce que c'est eux qui sont à l'origine de la mode, de l'industrie aussi. La recherche, même si ça paraît, c'est pas dans la lumière, c'est aussi pour faire une exposition, pour faire des livres, pour parler de la mode, il faut s'appuyer sur des archives, il faut passer des heures en bibliothèque, mais c'est essentiel. Sinon, on peut pas parler de la mode française sans parler de choses sérieuses, de chiffres, de dates, et d'études qui sont et qui peuvent être appliquées, qui dans le développement durable, on parlait souvent les chiffres qui sont jamais les bons. Parce qu'on a tendance à dire des choses qui n'ont pas encore été l'objet de travail appliqué, mais la recherche peut être aussi appliquée. On peut faire la recherche de données, d'archives, qui seront ensuite utilisées par l'industrie. On ne peut pas faire l'économie de la recherche, puisque la recherche et les études, quand il y a le tampon officiel, la France, c'est comme des informations qui sont validées, vérifiées, c'est essentiel pour et sérieuses, et qui ne sont pas menées, on va y venir, par des maisons, puisqu'évidemment, il y a toute une question qu'on va se poser ensemble. C'est le travail d'exposition, le travail de conservation. Quand c'est mené exclusivement par une maison, on peut toujours se poser la question,
et de l'opportunisme et de la réécriture de l'histoire d'une maison et de sa réalité. Alors vous, cher Olivier Flaviano, directeur de la Fondation Yves Saint Laurent, vous n'avez pas ce problème-là aujourd'hui, puisque c'est tout à fait dissocié de la maison Saint Laurent Paris. Mais c'est vrai que conserver, exposer, transmettre, ça opère un changement du statut de couturier. Alors, Monsieur Saint-Laurent n'est plus vivant, donc vous êtes, avec ça, vous êtes tranquille. Mais c'est vrai que vous vous inquiétez quand même de la frontière entre la conservation et l'intérêt marketing d'une marque. Ce sont des choses qui sont fondamentales pour vous. C'est une question qui est fondamentale pour vous. Alors en effet, et il était important de préciser dès le début que la fondation est une fondation privée qui est indépendante de la marque et dont l'objet est vraiment d'étudier, de transmettre l'œuvre et de conserver bien sûr l'œuvre d'Yves Saint Laurent en tant que couturier. Ça me permet aussi peut-être de lier avec ce que vous disiez, Alexandre. Je pense que le musée est à la mode est à la mode aussi, et je pense que finalement de faire rentrer le couturier ou en tout cas la mode dans un musée, ça a permis de changer le statut de la mode, bien sûr, et de fait le statut du couturier. Alors vous évoquiez tout à l'heure l'exposition du Met en 1983. C'est une date charnière, je pense, dans l'histoire de la mode et l'histoire des expositions, parce que, je le rappelle, c'est la première fois qu'un couturier vivant était exposé dans un musée. Pas n'importe quel musée, puisque le Met, comme vous le savez, n'est pas un musée de mode au départ, mais un musée universel. Donc c'est ça aussi qui a fait la particularité de cette exposition. Cette exposition a été souhaitée non pas par la maison Saint Laurent, qui était en activité à l'époque, mais par Diana Vreeland, qui était en charge, comme vous le savez, du Costume Institute au Met à l'époque. Il y a cette anecdote d'ailleurs qui est assez intéressante. Au moment où elle va voir Philippe de Montebello, qui était le directeur du Met de l'époque, et qui lui propose de faire une exposition Yves Saint Laurent, une rétrospective Yves Saint Laurent sur 25 ans de création, puisqu'il avait commencé chez Dior en 1958. Philippe de Montebello s'étonne de voir entrer cette mode au musée, en lui retorquant que c'était une maison en activité. Ce à quoi Diana Vreeland répond « I'm not talking about business, I'm talking about art ». Et je pense que c'est quelque chose qui est assez fondamental dans le changement du statut de la mode et du statut du couturier qui, je crois, devient un véritable artiste. Alors, votre propos rejoint, j'imagine, celui d'Alexandre. Vous allez me confirmer ou pas ça, Alexandre Sanson, donc du Palais de Galliera. La chance d'un musée comme le vôtre, c'est que l'objectif n'est pas totalement d'être rentable. Alors, si ça a du succès, c'est quand même mieux. Mais je crois que ce n'est pas l'objectif numéro 1. Il y a encore la beauté du geste. Et c'est vrai que la conservation et l'exposition de la mode doit échapper aussi à la question de la rentabilité. C'est peut-être très idéaliste ce que je dis, mais c'est quand même l'essence même de la culture. C'est qu'elle ne peut pas être business, quoi. Elle ne doit pas être business. Effectivement. Alors, on a des objectifs en tant que musée public, hein, évidemment, à remplir. On utilise de l'argent public, donc il y a des comptes à rendre, évidemment. Effectivement, lorsqu'on crée une exposition, on se bat pour un sujet. Et je crois qu'autour de tout cela, sur ce plateau, mais peut-être aussi tous dans cette salle, on est passionné par la mode. Moi, je peux passer des heures à regarder une robe de Madame Gray. C'est une petite obsession, certes, mais c'est incroyable ce que ça peut dire. C'est une bibliothèque merveilleuse. Et Galliera est une boîte de Pandore splendide pour ça, parce qu'on ouvre un tiroir et il y a encore des milliers d'histoires qui en sortent et on découvre encore des choses, alors que la collection a 100 ans. Et donc ça, c'est vraiment ce qui nous motive, c'est partir des objets, partir d'une collection qui représente Paris, dans notre cadre, et qui doit avant tout montrer le savoir-faire parisien et la mode avant tout. Et donc, on trouve forcément ces sujets, et puis parfois, évidemment, nous faisons partie de la ville de Paris, donc il y a une vraie discussion qui est faite sur la pertinence du sujet. Est-ce que ça va plaire à un public le plus large ? Mais notre objectif est toujours de plaire au public le plus large, mais également aux professionnels. Alors, chère Anne-Claire Laronde, vous me disiez, en préparant cette table ronde, qu'il y a une grande spécificité française, c'est le savoir-faire de la mode. C'est vraiment le grand microcosme du savoir-faire de la mode. Il est français, donc on a comme une sorte de trésor national sous les yeux. On a énormément de choses potentiellement à présenter au public, donc on se réjouit
encore une fois, de tout ce succès. C'est très exceptionnel par rapport à d'autres pays, mais j'ai le sentiment que c'est plus difficile dans des musées en province qu'évidemment que dans les grands musées à Paris, d'obtenir des vêtements que les maisons quand même prêtent plus volontiers peut-être au musée Galliera qu'au musée de la Dentette de Calais, mais enfin peut-être que vous pourriez partager des robes de Madame Gray. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça, effectivement, du fait que votre activité de musée en province, elle a aussi son importance, et puis en plus vous êtes situé à un carrefour quand même, il y a aussi l'Angleterre qui est pas loin, tous les pays du Benelux, et puis trouver la bonne distance entre la conservation et la promotion d'une marque. Alors, c'est vrai qu'il y a une part qui nous échappe, et pour mettre à l'aise mes collègues parisiens, les autres pays vivent exactement la même chose, même si moi j'avais l'exemple britannique sous les yeux avec qui on travaille pas mal. Le pays est quand même moins centralisé historiquement que la France, et visiblement Édimbourg a les mêmes problèmes par rapport à Londres. Donc, de toute façon, je sais que les collègues belges sont dans la même situation. Néanmoins, c'est vrai que la mode, travaillant beaucoup sur le symbolique et le poids symbolique du vêtement, l'effet capital s'en trouve renforcé. Après, c'est vrai aussi qu'on peut jouer de cet attrait pour la mode pour justement intéresser à d'autres sujets. Je prenais l'exemple de la dentelle qui peut sembler technique, ou un domaine peut-être ouvrier, et tout simplement ne pas intéresser autant à premier abord toute une partie du public qui finalement vient sur l'argument exposition de mode, découvre un univers qu'il n'a pas l'occasion de voir ailleurs. Et on touche, c'est vrai, à Calais par exemple, mais dans d'autres villes, je pense à Granville, à Moulins, on va toucher un public qui ne fera pas le déplacement jusqu'à Paris et qui aura dans nos murs l'occasion de voir des vêtements qui sont pour la plupart du temps sa première rencontre avec un vêtement de grand créateur. Donc ça a quand même vraiment un poids très important. Et pour revenir sur ce que disait Sophie, c'est vrai qu'il y a aussi toute une histoire, on parlait des savoir-faire, du vêtement peut-être plus modeste, mais qui est notre quotidien, qui a un vrai poids culturel dans notre quotidien, qui est assez méconnu. Ça reste vraiment la partie la plus difficile à montrer. Et je dirais aussi, pour avoir dirigé d'autres types de musées, les expositions de mode sont vraiment les types d'expositions les plus chères à produire et les plus complexes à mener. Donc on est face là à un domaine qui n'est pas encore mature en termes d'exposition. C'est peut-être dans l'histoire des expositions le domaine le plus récent. Donc les évidences tous les réflexes ne sont pas encore en place, les réseaux ne sont pas constitués. On en parlait un peu, on manque de connaissances, d'interconnaissances. Je vois que les choses sont en train d'évoluer très rapidement ces dernières années, donc on s'en réjouit. Mais c'est vrai que c'est un patrimoine qu'il est très difficile à montrer, qu'il est difficile à trouver, à localiser. On ne sait pas où sont les corpus, on commence à le savoir bien mieux depuis les efforts menés par justement le ministère de la Culture et de l'Économie ces dernières années. Ce sont des grandes avancées, mais beaucoup reste à faire. Alors vous me racontiez, Alexandre, que c'était quand même plus facile de faire entrer une pièce de Margiela au musée qu'un t-shirt H&M, même si un t-shirt H&M peut dire aussi beaucoup de choses, c'est du pop art quasiment, mais que encore c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez des contraintes, c'est un musée, il y a l'argent public, donc quand il faut passer devant une commission et expliquer pourquoi ce t-shirt dit quelque chose de l'époque, c'est pas pareil qu'avec une pièce de Margiela qui est très vite associée avec quelque chose d'artistique. Alors c'est un peu l'inverse, je crois. Ah bah c'est mieux encore. Un t-shirt H&M est 1000 fois plus représentatif que... Mais en fait, après, d'où vient ce t-shirt H&M ? Moins facile à faire entrer au musée, c'est ça que je voulais dire. Oui, effectivement. Voilà. En termes de noblesse, du trait de créativité. Mais moi, c'est une question, fort heureusement, que j'ai moins traitée en tant que musée de la mode. C'est-à-dire que je dois représenter la mode très créative, les propositions créatives de Margiela, bien sûr, de Comme des garçons, certes très peu portables dans la rue. Mais également la rue doit être représentée. Mais ça, c'est une difficulté que moi j'ai au quotidien, c'est de demander à quelqu'un et dans cette salle, peut-être que je pourrais regarder les gens, est-ce que quelqu'un veut bien me donner une silhouette complète qu'il porte aujourd'hui, mais tout de suite. Et ça, ce serait un trésor formidable, parce que c'est la mode, c'est la rue. C'est 2019, c'est le quotidien. Et on doit représenter, le Palais Galliera aussi représente cette rue, c'est ce moment. Alors, au Palais Galliera, on a une nouvelle politique d'acquisition que j'ai eu la chance de mener, c'est de faire entrer des marqueurs de mode contemporaine. C'est-à-dire que la Stan Smith, par exemple, la Stan Smith blanche avec le petit dos vert, l'année dernière, j'en comptais 30 par jour dans la rue en été. C'est la mode. C'est la mode, vraiment, c'était la mode à Paris. C'est la mode à Paris, parce que vous êtes un musée de la ville de Paris. Exactement. Ça dit quelque chose aussi de Paris. Mais quand j'ai demandé à Adidas de me donner cette Stan Smith, Adidas n'a pas compris. Et vraiment, ils étaient mais
démunis devant cette demande complètement marginale pour eux. Ils n'ont pas compris du tout pourquoi il fallait faire une donation de Stan Smith. Et ça a été une lutte, mais plus qu'avec la maison Chanel pour une pièce haute couture du dernier défilé, si vous voulez. C'est la pop culture et c'est essentiel aussi. Alors je voulais revenir vers vous, chère Sophie, puisque vous êtes quand même assez prudente. Vous dites aussi que, et à juste titre, que la mode a peut-être aussi besoin de montrer qu'elle n'est pas que frivole, qu'on a connu quand même des débordements. Il y a eu de nombreux scandales dans le milieu de la mode. Il y a eu aussi une débauche d'argent. Il y a eu des années bling. Il y a aussi aujourd'hui évidemment la question de la pollution. Et que peut-être aujourd'hui faire des expositions, faire entrer la mode au musée, patrimonialiser, j'arrive à le dire sans fourcher, c'est important pour une marque parce que c'est aussi montrer qu'il y a un savoir-faire, qu'il y a une histoire, qu'il y a des gens, qu'il y a des ouvriers. C'est ça l'enjeu de la mode au musée? Oui, je pense qu'en partie c'est ça, parce que l'industrie, comme vous disiez, a été victime ou l'objet ou le sujet de scandales, que ce soit les gaspillages vestimentaires, la pollution et surtout les conditions de travail des ouvriers. On se souvient de l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh. Enfin, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut plus oublier. Et je pense vraiment que les musées, les universités ont un rôle à jouer. On ne peut pas juste refaire vivre le passé et valoriser des couturiers ou des marques. On doit aussi se positionner là-dessus, sur des questions d'éthique, de travail, de développement durable, parce que c'est aussi comme ça qu'on se démarquera par rapport aux autres et qu'on va faire prendre conscience aussi aux nouvelles générations, aux étudiants, aux jeunes designers, de l'importance pour eux aussi de se positionner. Donc je pense que c'est pas seulement ça l'objectif de la recherche, c'est pas que de l'engagement militant. Et je pense qu'aujourd'hui on peut pas en faire abstraction et que c'est là où la recherche appliquée, où les travaux de recherche, les expositions peuvent conduire à des prises de conscience. Il y a eu une exposition au V&A il y a 2 ans sur mode et nature et la conservatrice qui a fait l'exposition nous expliquait qu'au début, elle pensait faire 80% dans son exposition sur comment la nature a influencé la mode à travers les siècles, comment la nature est un motif dans les pièces depuis le XVIIIe siècle, et réserver 20% à des questions de développement durable et d'éthique. Et elle raconte comment pendant 1 an et demi, 2 ans de travail pour l'exposition, elle a complètement changé et elle a plutôt fait 20% d'historique, les belles pièces inspirées par la nature, et 80% de réflexion sur les modes d'aujourd'hui, la mode, H&M, Co., sur comment on peut concilier la production et la sauvegarde de la planète. Et elle aussi, en tant que conservatrice historienne, elle a réussi à même créer un groupe de travail au sein du Victoria et Albert Museum pour penser ça. Donc il ne faut pas penser l'industrie déconnectée des chercheurs et des conservateurs. Je pense qu'ils ont un dialogue. Et c'est juste la question, on disait, Culture de mode a été créée par le ministère de la Culture, notamment pour ça, que les gens parlent entre eux et que chacun, avec sa singularité, puisse contribuer au débat plus large. Alors Olivier Fabiano, vous êtes encore une fois un peu privilégié puisque les choses ont été bien faites par Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé, mais c'est vrai que on peut considérer que le grand succès de ces expositions ne veut pas dire que les choses ne sont pas fragiles, qu'il y a quand même aujourd'hui, pas un danger, mais que le patrimoine qui passe par les archives jusqu'effectivement au prototype, en passant par l'histoire d'une maison, peut disparaître, peut passer un jour à la trappe, pour une simple raison, c'est que les maisons appartiennent souvent à des grands groupes, également souvent à des groupes étrangers, et que la question s'est posée, on peut le dire ici, pour la maison Riquel, qui a connu une liquidation l'année dernière. Et on se dit, mais finalement, où vont les archives, où va l'histoire, où vont les souvenirs, à quel endroit sont-ils stockés et à qui appartiennent-ils? C'est une question qui se pose quand même, à qui appartiennent les archives, à qui appartient l'histoire d'une maison. Alors en effet, donc on est relativement protégé de cela. Je rappelais tout à l'heure que le musée Yves Saint-Laurent qui a ouvert il y a 2 ans a reçu le label Musée de France, ce qui veut dire que il y a une reconnaissance bien sûr du patrimoine qui est le nôtre, mais également une protection de ce patrimoine. Il est protégé de fait par l'État, même si encore une fois il appartient à une fondation privée. La question est de savoir aussi comment faire vivre ce patrimoine, et c'est peut-être le faire vivre qui permet de l'inclure dans les années à venir. La particularité du musée Yves Saint-Laurent, contrairement au Palais Galliera, c'est qu'on a un musée monographique, et la question se pose plutôt de comment faire vivre un musée monographique à partir d'une collection qui est certes extrêmement large, extrêmement diverse aussi, puisque au-delà des prototypes, nous avons l'ensemble de la documentation qui est liée au processus de création de la maison Saint-Laurent. Et peut-être pour rejoindre ce dont vous parliez tout à l'heure, on a lancé il y a quelques années maintenant ce qu'on appelle les entretiens de la mémoire, ce qui va nous permettre
qui nous a permis, et on continue de le faire, d'aller interviewer les anciens de la maison qui ont participé à la création et à la vie de cette maison. C'est ce que vous appelez patrimoine oral, c'est ça ? Exactement, c'est véritablement le patrimoine vivant, le patrimoine oral du musée. Et ça, c'est une chose qui va disparaître, et c'est évident. Et il y a peut-être une urgence pour nous de la collecter. Et c'est bien pour ça que nous avons fait à ce jour une vingtaine d'entretiens. Je pense qu'il y en a encore une quarantaine à faire. Et c'est ça qui va permettre peut-être pour les années à venir de conserver cette mémoire orale qui va du savoir-faire, de l'explication d'un savoir-faire qui était celui de la maison Saint-Laurent ou de maisons qui ont travaillé avec la maison Saint-Laurent. Il se trouve, sans faire une autopromotion, mais il se trouve qu'on a en ce moment une exposition au musée des tissus de Lyon qui a ouvert il y a quelques semaines maintenant et qui se focalise sur le lien entre les soyeux lyonnais et la maison Saint-Laurent et la haute couture de manière plus générale. Et vous en parliez tout à l'heure, c'est exactement ce qu'on essaie de montrer, c'est comment mettre en valeur un artisanat ou un savoir-faire qui va au-delà de la maison de couture, mais c'est toute cette galaxie qui tourne autour de cette haute couture et qui est un véritable trésor. Et on est allé interviewer les différentes maisons qui ont travaillé avec les maisons Saint-Laurent pour collecter aussi leur mémoire. Donc il y a quelque chose qui nous permet d'être une sorte de témoin de l'histoire, d'une partie de l'histoire du XXe siècle. C'est comme les poilus, un jour il n'y en aura plus. Peut-être comme les petites mains de Monsieur Saint-Laurent, un jour celles qui ont travaillé avec lui auront disparu, et c'est bien de les entendre, effectivement, de conserver leur témoignage. Anne-Claire, vous pensez aussi qu'aujourd'hui, rien n'est moins sûr, hein, c'est que les fonds patrimoniaux seront-ils de qualité demain ? Il y a des maisons qui ne s'intéressent pas tellement à cette question des archives. D'autres domaines, comme la peinture, etc., c'est quand même bien plus avancé. Peut-être parce qu'il y a moins, effectivement, cette frontière avec les intérêts économiques. Mais on peut imaginer qu'il y a des pans entiers d'histoire de la mode qui pourraient disparaître et qu'on pourrait avoir un blanc tout d'un coup avec des maisons qui laissent disparaître leurs archives, voire qui les effacent. Un risque aussi. Oui, je laisserai Sophie peut-être répondre de façon plus générale sur cette question. Sur l'exemple de la dentelle, on a conçu il y a 2 ans avec Sylvie Marot une exposition qui faisait le point sur la dentelle en haute couture aujourd'hui, qui s'appelle Haute Dentelle et qui continue à être montrée, elle est aux Pays-Bas en ce moment. Et on s'est rendu compte à cette occasion qu'il y avait un vrai enjeu puisque tous les fournisseurs, par exemple, de matières premières, que sont les denteliers, ont des contrats de confidentialité avec les maisons de mode qui protègent leur création. Tout ça est bien compréhensible, mais c'est vrai qu'on voit directement la faille, c'est-à-dire qu'on s'adressait aux denteliers en leur demandant pour qui travaillez-vous. Ils nous disaient j'ai pas le droit de le dire. Je peux éventuellement demander à mon client, le client disant bon, on n'est pas bien sûr, on n'a pas forcément des équipes patrimoniales sensibilisées dans les maisons de couture qui vont pas forcément donner le droit aux uns et aux autres de parler. Vous voyez, c'est un cercle infernal. On s'est retrouvé avec quasiment une exposition qu'on a cru ne jamais pouvoir ouvrir. Et puis finalement, c'est les plus grandes maisons qui ont un peu plus d'équipes déjà formées patrimoniales qui ont ouvert les portes et qui en ont entraîné de plus petites dans leur sillage. Mais les plus petites sont quand même des perles de notre patrimoine vestimentaire français et italien. De la culture française. C'est vrai que vous regrettez tout de même qu'en France, il y ait peu de budget pour des postes d'enseignants totalement dédiés à la mode. Vous expliquez aussi que parfois, il y a quelque chose, non pas de cynique, mais on peut prendre le succès des grandes ventes aux enchères. Par exemple, je prends le succès de la vente, le succès médiatique en tout cas, de la vente du dressing de Mademoiselle Deneuve, mais qu'il n'y a pas vraiment, en revanche, il n'y a pas vraiment de commissaire priseur spécialisé. Donc il y a beaucoup de mouvements médiatiques autour de ces événements, mais au fond, c'est pas consolidé totalement par des études de l'université, par des postes, par des budgets, par des enseignants, des commissaires-priseurs. Oui, je pense que c'est un peu ça le principal problème quand on parle des ventes aux enchères. Donc, parce que le problème, c'est que c'est médiatiquement Catherine Deneuve qui vend son vestiaire, c'est très bon. Je veux dire, elle est vivante, elle peut parler, il y a beaucoup de photos, beaucoup d'images. Le problème, c'est que les résultats à la vente sont décevants par rapport à une vente sur des tableaux de Picasso. Les ventes de mode chez Sotheby's ou Christie's n'atteindront jamais les résultats de vente de peinture ou de sculpture. Donc, il n'y a pas de poste, par exemple, dédié à l'expert en mode qui serait en charge de ce patrimoine. C'est le cas à l'université aussi. C'est le cas aussi dans certaines maisons qui ont des archives, mais qui ont recruté une personne, qui a un budget de fonctionnement très petit. Donc aussi,
faut pas penser que toutes les maisons sont comme Dior ou Chanel ou Hermès, qui ont des services d'archives incroyables et qui ont des équipes de spécialistes dédiés au patrimoine. Il y a quand même beaucoup de maisons qui ont des postes mais sans budget. Et le problème, c'est parce que conserver la mode, comme tu disais, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'espace, ça demande beaucoup de compétences et c'est pas simple. Donc je pense que si on veut aller au bout de l'idée, il faut investir de l'argent. C'est la même chose pour les profs, c'est des postes. Si on veut un poste en université, c'est un poste sur une vie. Donc c'est de l'argent, ça demande de l'argent et donc c'est pas le plus simple à trouver en ce moment. Et c'est vrai que Alexandre Sanson du Palais Galliera, vous me racontiez que aussi parfois la mode ne se conserve pas parce qu'elle n'est pas conservable. Vous me racontez aussi que les imprimés, par exemple, disparaissent. Le latex finit en poussière, je crois, le stretch aussi. Donc peut-être il y a des maisons qui essayent d'effacer une certaine part de leur passé, mais il y a aussi des vêtements qui disparaissent tout seuls. Alors effectivement, en fait, un musée de mode, c'est paradoxal. On conserve quelque chose qui n'est pas fait pour durer, et on le montre sur un support qui n'a pas été pensé pour. C'est-à-dire que la mode, on le sait tous ici, a été créée pour un corps vivant, en mouvement. Et nous montrons sur un corps mort, immobile. Et donc c'est terrifiant parce que, et on sait pourquoi, on comprend pourquoi tous ces créateurs et tous ces couturiers ont eu peur de ces expositions. Parce que justement, elles enfermaient un petit peu leur création à un statut d'objet d'art. Et parfois, la mode n'est pas un objet d'art. Et puis, il faut aussi comprendre qu'une robe haute couture est faite pour être portée une seule fois, normalement, traditionnellement. Donc, c'est-à-dire, elle a une durée de vie de 3 heures, 4 heures maximum. Et donc, forcément, ce n'était pas des choses faites pour être conservées. La mode des années 10, par exemple, on a ces images assez vaporeuses. Tout est en lambeaux chez nous. C'est inrestaurable. Tout le plus grand patrimoine français de Vorth avant la Première Guerre mondiale, c'est de la poussière aujourd'hui. Mais même, je vais plus loin, tout le Gautier des années 80 n'est aujourd'hui plus rien. Le stretch ne tient pas, l'élastane ne tient pas, les craques, mais robes Alaya qui sont si belles ne sont plus montrables. Et on a beau faire des colloques de recherche entre les plus grands restaurateurs du monde pour trouver comment retrouver la fibre élastane, c'est comme si vous voulez essayer de vaincre les rides. C'est le temps. Il y a des progrès quand même. C'est la matière et le temps. C'est le temps, et il faut accepter malheureusement ce passage-là. C'est tout le paradoxe. Exactement. Et du musée, et à la fois dans un musée automobile, il n'y a pas le bruit du moteur. Et il faut être honnête aussi, et puis peut-être, voilà, c'est pour ça que moi je ne fais pas rentrer de pièces aujourd'hui qui sont par exemple dans des tissus trop techniques, en induction par exemple, parce que ça se desquame et ça tombe en lambeaux. Et donc on dépense de l'argent public, on dépense une énergie folle pour des pièces qu'on ne va pas pouvoir montrer, même j'ai déjà des pièces qui sont rentrées il y a 5 ans qui ne sont déjà plus montrables. Et c'est malheureusement un malheur, mais il faut jouer avec et puis parfois prendre des risques. Alors je voulais pour terminer notre conversation aussi noter quelque chose, c'est que la conservation de la mode, la patrimonialisation de la mode, c'est aussi préserver si ce n'est sauver des lieux. Je pense à des endroits, des lieux d'artistes, en fait, des maisons d'artistes, qui c'est au-delà d'un musée. Je pense par exemple au musée Bourdelle, on peut penser aussi au musée Saint-Laurent, où c'est là où M. Saint-Laurent travaillait. Il y a plein d'autres exemples. Et ça, c'est aussi une partie de l'histoire et du patrimoine français, c'est faire d'un lieu incarné par quelqu'un aussi, un lieu muséal, et qui permet à la fois de présenter le travail d'un artiste et le patrimoine créatif, mais aussi de sauver un lieu. Un mot peut-être là-dessus. Alors oui, tout à fait. En fait, c'est le musée Saint-Laurent, au-delà d'être un musée de mode, et je crois que c'était la volonté de M. Berger, c'est de ne pas faire qu'un musée de mode. Certes, on y présente de la mode, une mode qui a marqué la seconde partie du XXe siècle, mais au-delà de ça, on est une maison d'artistes, un lieu de mémoire qui permet d'évoquer ce qu'était une maison de couture au XXe siècle. Donc, au-delà du musée de mode, il y a l'idée du musée d'histoire, et vous l'avez cité, le musée Saint-Laurent peut-être se rapproche plus, ou en tout cas également, certes d'un musée comme le Palais Galliera, mais également d'un musée Bourdelle, d'une maison Goethe à Weimar, ou d'un Johnson Museum à Londres, comme le citait M. Berger. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions pour finir en beauté, mademoiselle? Merci. Je vous en prie. Est-ce une question générale pour tous. Est-ce que vous ne pensez pas que dans l'émergence des dossiers marchés dans la mode ou marché du vintage,
est plus liée à l'apparition des musées qu'à l'envie d'être écolo? Bonne question. Alors la folie du vintage, ça vient de la folie des expos de mode ou ça vient de la conscience écologique? Je me permets de répondre parce que je suis confronté, moi, à ces questions justement de marché. Parce qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, les femmes et les hommes nous présentaient leurs pièces de leur garde-robe parce qu'ils avaient envie de conserver leur mémoire. Aujourd'hui, ils pensent que tout a un prix. Et ça, c'est le côté très négatif de ça, c'est qu'ils se disent que leur t-shirt vaut quelque chose. Et donc, ils préfèrent le vendre sur des plateformes en ligne que le donner à un patrimoine. Et parfois, ils sont très, très déçus parce que des choses ne se vendent pas. Je ne crois pas, en tout cas, que ça soit lié au musée. En tout cas, nous, au Palais Galliera, on a un mauvais exemple. On existe depuis 100 ans. Et donc, on a toujours été là, mais le Saint-Laurent existe depuis très longtemps. Je crois que c'est plutôt dû à ce marché en ligne. Que tout a un prix et tout est vendable. Exactement. Une autre question, peut-être? Oui, madame? Oui, je voudrais juste revenir à ce qu'a dit le ministre tout à l'heure en ouvrant ce colloque. Il a dit que la mode était une part du génie français. Et je trouve dommage, enfin, j'entends ce que vous dites, M. Sanson, qu'on ne puisse pas garder des modèles, des prototypes de la créativité et du génie de la France dans la créativité de la mode. Et je me demande pourquoi on a trouvé les moyens de conserver les livres, par la Bibliothèque nationale, les archives nationales, et on ne trouverait pas les moyens de conserver la mode. Je pense que la France a une aussi grande place dans la créativité en matière de mode qu'elle a eu en matière de littérature. Et je trouverais vraiment extrêmement dommage et gaspillage de laisser tomber et d'oublier tout ce que les créateurs de mode français ont laissé pour l'ensemble de la planète, pas seulement pour nous évidemment, mais pour faire avancer la mode. Et je me demande quand même si on ne pourrait pas avancer là-dessus. Il pourrait y avoir des archives nationales de la mode. Je trouve que la France mériterait ça et je continue à militer là-dessus. Mais elles existent, elles sont au Palais Galliera. Je me bats tous les jours pour garder ces silhouettes, prendre le risque. Nous conservons, dès qu'il y a un défilé, on est déjà en train de faire entrer des silhouettes du printemps-été 2020, on prend des risques. Il faut se battre contre... un peu Don Quichotte contre des moulins parfois, et il faut prendre cette initiative, mais il faut représenter la mode à Paris, et ça c'est véritablement notre combat, qui est un combat, et malheureusement les livres sont des matières stables, sont des matières naturelles, et je ne peux pas malheureusement conserver toutes les pièces en coton et en soie, il faut aussi que je prenne du polyester, mais c'est ce que nous faisons, et ce à quoi nous sommes attelés avec Olivier Saillard, et puis aujourd'hui avec Myriam Narsalos. Une dernière question peut-être? Je crois que tout le monde a envie de savoir comment il va rentrer chez soi, bien habillé ou pas, mais pouvoir arriver à bon port. Donc, je voulais dire juste 2 mots. Je voulais vous dire déjà, à titre personnel, mon plaisir sincère et immense d'avoir participé à cette journée avec vous. C'était mon premier forum de la mode et je reviendrai d'un côté ou de l'autre de la scène. Je ne sais pas, mais je serai là. C'était vraiment passionnant et puis c'est utile, je crois, aussi, ces rencontres. Et puis voilà, je voulais remercier évidemment la Fédération m'avoir fait confiance et puis d'organiser cette belle journée. Merci à vous surtout parce que vous êtes venus et c'était pas gagné aujourd'hui eu égard aux conditions de circulation à Paris. Certains sont venus même de très loin, ont roulé toute la nuit pour être là avec nous. Et puis je remercie évidemment tous les intervenants, spécifiquement ceux qui sont là, parce que j'ai remercié les autres, mais ils sont déjà peut-être partis autour de moi. Et puis toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui avec talent.